Bonjour. Bonjour. Voilà, Bonjour. les participants nous rejoignent et je vais donc lancer de ce pas la petite vidéo et ensuite donc vous pourrez répondre à la séance de questions-réponses qui est prévue. Le projet de notre établissement a apporté quand même aussi une grosse plus-value à l'ensemble du esthétique, à l'ensemble du site hospitalier. La réflexion de cette partie, c'était intégré au projet. Le parvis a complètement restructuré la vision qu'on peut avoir de l'hôpital. Et sur l'autre côté du bâtiment aussi, l'inscription de la clinique dans le site complet hospitalier, ça a amené un aspect vraiment beaucoup plus moderne. Alors, ce projet, il a aussi un aspect social. L'hôpital était en perte d'activité, il y avait des structures qui fermaient, et c'est aussi pour ça, enfin, peut-être que Vincent, tu en parleras, je sais pas, mais c'est aussi pour ça que enfin, le projet de la clinique a aussi amené une dynamique positive à l'hôpital, et ça, c'est pour les salariés et pour le bassin de vie aussi. Ça a amené un projet nouveau, un projet qui restructure le site hospitalier. Et ça, c'est vraiment un facteur important aussi. Ça amène de la jeunesse aussi, une activité avec des patients jeunes. C'est plutôt pas mal, quoi. Le projet pour la fondation, c'était une implantation dans le Grand Est, une région dans laquelle on n'était pas. Donc c'était un enjeu pour la fondation. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'est la fondation, mais c'est un enjeu pour la fondation d'être là, parce que c'est une perte de chance de ne pas avoir un établissement de la fondation dans sa région quand on est un jeune qui a une situation psychiatrique compliquée. Donc c'était un objectif de la fondation. Mais effectivement, ces objectifs, dans la carte sanitaire, se conjuguent toujours avec un intérêt local, un enjeu immobilier hospitalier local. Et c'est vrai qu'ici, il y avait des réflexions, la maternité avait déjà été fermée et il y a des évolutions hospitalières qui étaient nécessaires. Le fait de venir avec une nouvelle activité permet aussi globalement aux ARS de pouvoir un peu mieux gérer cette carte hospitalière et donc de renforcer, de solidifier l'activité de l'hôpital du Sage de Vitry avec une activité complémentaire, celle de la Fondation, qui permet là aussi d'avoir une structure, une taille critique, je dirais, toujours suffisante pour pouvoir faire fonctionner globalement un établissement de cette taille. Outre les couleurs, outre les ambiances, il y a un facteur déterminant, c'est le confort d'été, le confort d'hiver. C'est vraiment un sujet qui va être, dès les phases de conception, dès les premiers dessins, une donnée d'entrée à respecter. Et là-dessus, notre cahier des charges était assez clair. On se rend compte aujourd'hui qu'on a une très bonne maîtrise du confort d'hiver. Dès lors qu'on est étanche à l'air, on va savoir chauffer, on va savoir maîtriser cette ambiance-là. On est beaucoup plus exposé, en particulier en milieu hospitalier, à ce qui est relatif au confort d'été, parce que nos patients sont par définition moins en forme que les autres, et donc plus exposés aux fortes chaleurs. Et l'une des contraintes qui était donnée dans le projet, c'était qu'on puisse maîtriser les conforts d'été sans machine. Donc de le faire naturellement, de savoir maîtriser la température intérieure uniquement sur des dispositifs passifs. Donc ça veut dire, ils vous l'expliqueront, des choix de vitrage, des choix d'inertie, etc. En tout cas, l'objectif est là, et pour nous, c'est important que dans nos cliniques, nos patients se trouvent dans des environnements maîtrisés, tant du point de vue des ambiances, de leur évolutivité, que du confort thermique. En fait, si on reprend l'historique du projet, le choix du label arrive a posteriori du choix du projet. On n'en a pas fait un enjeu. Ce qui était un enjeu pour nous, c'était que ce bâtiment il puisse être respectueux de l'environnement et aussi respectueux de sa transmission à des générations futures. On travaille pour eux, donc il est important pour nous que ce qu'on construit soit durablement utilisé et durablement déconstruit si ça doit l'être. Et pour ça, notre cahier des charges, effectivement, il posait certaines conditions. Conditions de thermique, j'en ai parlé, c'est-à-dire ne pas avoir recours à des machines pour avoir une température intérieure qui soit admissible. Et puis deuxièmement,
par recours à des matériaux pétrolifères, parce qu'on sait de base qu'une industrie pétrolifère sera polluante à la recyclabilité. On s'est rendu compte à l'exercice, au quotidien, on l'a vécu, on s'est retrouvés tous autour de la table à se rendre compte qu'en fait, c'est plus possible. C'est-à-dire que l'industrie du bâtiment est devenue dépendante des matériaux pétrolifères et on va devoir, à un moment donné, y avoir recours. La condition ensuite qu'on doit se poser, c'est finalement quelle est l'alternative. C'est-à-dire si on se dit, bon, bah, on n'a pas le choix que d'y avoir recours, c'est qu'est-ce qu'on prend en remplacement qui serait le moins impactant et à la construction, mais aussi à sur son cycle de vie, pour que ce soit vertueux, quoi, que ça respecte notre cahier des charges. Et en faisant cet exercice, donc au cas par cas, on s'est rendu compte que pour la plomberie, par exemple, on allait avoir des joints qui seront forcément en plastique. On s'est rendu compte que sur l'électricité, on allait avoir des câbles qui seraient protégés avec du plastique. Donc finalement, on ne pourrait pas faire autrement. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans la démarche, c'est que vous ne vous êtes jamais autorisé à varianter le produit en ayant recours à un matériau pétrolifère sans nous en parler. Et donc l'exercice, on l'a fait ensemble. Et quand on a fait le choix du label BBCA, le coup était parti. Et donc finalement, c'était plus un enjeu. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'on vous a demandé un label BBCA niveau performance et vous atteignez le label BBCA niveau excellence qui est encore au-dessus. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le label, il est juste un garde-fou. Donc nous, en fait, on s'est doté pour qu'on vous contraigne et atteindre un minima un objectif, mais le but du jeu dans une construction, c'est de s'entendre sur les objectifs à long terme de ces constructions et en quoi ça apporte finalement des valeurs institutionnelles et puis une fonctionnalité. Et c'est le cas de figure présent qu'on est en train de décrire. Oui, en fait, sur les ambiances intérieures de l'opération, nous, on travaille pas, enfin, on essaye de ne pas travailler sur de la couleur, sur des choix de couleurs qui figent un peu un projet dans le temps. Et en fait, on travaille plutôt sur la matérialité. Donc, et sur des teintes naturelles. Donc en fait, dans le projet, vous allez voir le sol, on est sur un lino, donc matière naturelle, on a les fenêtres en bois, on a des habillages bois dans les chambres. On est plutôt sur des teintes et sur la couleur d'un matériau plutôt que sur un vrai choix de coloriste, on va dire. Voilà. Le lino, en fait. Donc là, on est là dans comment dire, le carrefour central de l'établissement. On a un accès à l'extérieur, on a l'accès à la restauration, on a l'accès au service des études, ici. Et par ici, on a l'accès aux espaces de vie à l'extérieur, aux salles de convivialité, etc., etc. Donc là, c'est vraiment un lieu où tout le monde passe tout au long de la journée. Un lieu de transition. Un lieu de transition, un lieu central. De transition aussi entre l'existant et l'extension. Aussi. Oui, c'est le point de connexion, entre l'existant et l'extension. Et l'accès aussi à la partie vraiment neuve qui est derrière. Un des éléments importants du projet, c'est les lieux de vie, des résidents. Et donc ces lieux de vie, nous on a fait le choix à chaque fois de les mettre sur des parties un peu en creux, donc comme on voit ici, où on est en retrait de la façade principale, où on verra plus tard sur l'autre partie, pour justement en fait avoir un maximum de surface vitrée, tout en ne se pénalisant pas avec l'ensoleillement direct. Donc c'est un peu un principe qu'on a mis en place dans l'ensemble du projet. Cette partie-là, c'est la partie que j'appelle cœur de village, en fait. C'est, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment l'établissement en fait, constitue un lieu de vie, une micro-société, on va dire, avec tous ses composants. Et ici, c'est le lieu de rassemblement, le lieu de convergence, le lieu où on peut faire des choses ensemble, en convivialité, avec une médiathèque, une cuisine thérapeutique, une cafétéria. Et l'idée du cœur de village, en fait, nous, ça a été un élément clé de la construction du projet en conception. On voulait vraiment avoir un cœur d'îlot, vraiment comme une place de village, alors qu'en fait, qui se transforme en un grand jardin, en fait, c'est le grand jardin, et qui s'articule autour de deux grands arbres, donc deux cèdres qu'on a conservés, qui étaient existants sur le site, et avec cette grande passerelle qui crée le lien entre la partie extension-réhabilitation et la partie à proprement neuve des chambres qui se trouvent derrière. Et par rapport aussi à l'ensoleillement, je reviens sur la question de l'ensoleillement, on a aussi fait le choix, comme vous pouvez le voir sur les façades, d'utiliser en occultation donc, des brises-soleil orientables qui permettent donc à la fois de faire le noir dans la chambre au maximum et puis de contrôler l'apport solaire aussi dans la journée par le résident
donc, ou aussi par rapport à son intimité, mais nous on l'a surtout pensé d'un point de vue apport solaire, tout en conservant quand même de la lumière dans la chambre, même quand le store est un peu baissé. Ce qui était vraiment important dans notre projet à l'origine, c'est de faire en sorte que l'établissement s'éloigne le plus possible de la représentation qu'on peut avoir du monde de l'environnement hospitalier et de l'environnement sanitaire. On a un projet qui détermine un espace sportif, détermine un espace détente, des lieux de rencontre, des lieux un peu plus d'intimité. À l'intérieur des locaux, on a des points de rencontre aussi, des petits salons où les patients peuvent se retrouver. On a essayé de multiplier, enfin, en tout cas l'architecte dans le projet a bien répondu au cahier des charges qu'on avait défini, de permettre comme ça de disposer d'un maximum de points d'intimité ou de rencontre et de faire en sorte qu'on ne puisse pas non plus se mettre à l'écart. Enfin, on a vraiment cet esprit ici d'ouverture, de luminosité, et de ne pas se sentir enfermé, tout en étant quand même contenu, parce que c'est vraiment l'équilibre, je trouve, qui a été trouvé. Cette dimension soins-études, on est des cliniques psychiatriques, donc des hôpitaux psychiatriques. Mais effectivement, quand on arrive ici, on a l'impression de tous d'être dans un hôpital psychiatrique. Donc on ne renie pas et au contraire, on endosse cette fonction, on est des soignants. Donc effectivement, c'est un hôpital psychiatrique, il y a des médecins, il y a des infirmiers, des éducateurs, etc. qui sont là. Mais néanmoins, la qualité du projet, elle est liée au fait que justement, on prend en charge ces jeunes de manière radicalement différente de ce qui peut être fait, parce qu'on a du temps, on a des organisations, on a des moyens, on a une approche qui est très spécifique de la Fondation. Et donc effectivement, tout le traitement du projet, d'un point de vue immobilier, répond à ça. Et à nos yeux ici, effectivement, c'est vraiment une des très fortes réussites. Alors ici, on l'a fait comme ça. Il y a des endroits où on l'a fait de manière beaucoup plus souple. Il y a des endroits en place où on a 3 implantations dans la ville, donc on utilise la ville dans ces interactions-là. Des endroits où on a créé dans un établissement existant complètement une vraie intégration. Donc voilà, la Fondation s'adapte en fonction des lieux, en fonction de la signification des lieux, et puis en fonction de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire de l'environnement politique, de la signification de l'implantation, pour là encore prendre en charge au mieux les jeunes, cette santé des jeunes, et pouvoir les relancer dans un projet petit à petit grâce à des environnements comme ici. On a compris que pour que le concept soit correctement retraduit en un projet architectural, il y a besoin de retransmettre la volonté d'un pastiche de la vie extérieure, alors qu'en fait c'est totalement contenu et que c'est une clinique. Donc on vous met en situation dynamique dans la vie de tous les jours. Dans une clinique soins-études, on va utiliser les espaces extérieurs de la même manière. Donc la fondation FSEF, Fondation Santé des étudiants de France, a été créée en 1923 par des étudiants en fait. C'est bien un mouvement citoyen qui a créé la fondation, des étudiants qui étaient atteints de tuberculose et qui à l'époque voulaient pouvoir poursuivre leurs études tout en étant pris en charge. Donc dès le début, l'enjeu immobilier d'ailleurs a été important, parce qu'il fallait construire un sanatorium. Un sanatorium, ça ne se construit pas comme ça. Ils ont mis 10 ans à construire le premier sanatorium sur les montagnes de Grenoble, au-dessus de Grenoble, et puis ils ont commencé avec l'éducation nationale, l'instruction publique à l'époque, d'envoyer des profs là-haut avec des jeunes qui passaient 1 an, 2 ans, 3 ans, c'était des séjours très longs, et puis soit on en mourait beaucoup, soit on en sortait, néanmoins avec la possibilité d'avoir fait des études. Alors évidemment aujourd'hui la tuberculose c'est plus ça, on les traite totalement différemment, et aujourd'hui la fondation s'est évidemment transformée. On a aujourd'hui 13 cliniques, ici c'est la 13e, à Vitry-le-François c'est la 13e, 13 cliniques qui font des prises en charge de soins-études partout, sur des dimensions soit psychiatriques, comme c'est le cas ici, soit plus somatiques. Alors dès la phase de conception, avec l'architecte, nous avons réfléchi à la façon dont ce bâtiment pourrait être éventuellement de nouveau réhabilité, reconverti sur un autre usage. Et donc sur les premiers jets de dessin, on avait des refends qui étaient en béton sur la partie neuve. Et dans les discussions avec le maître d'ouvrage, il a été demandé de retravailler justement une solution plutôt poteau-poutre, de façon à permettre d'avoir des plateaux beaucoup plus libres au niveau des éléments porteurs qui permettront, si jamais il y avait une nécessité dans quelques dizaines d'années, pourquoi pas, de revoir différemment les locaux. Et toujours dans l'idée du bas carbone. À la base, on avait une toiture qui était en béton. Et pareil, on a retravaillé l'ensemble du bâtiment neuf et du bâtiment extension avec une charpente en bois. Donc le projet, il y a vraiment énormément de bois. C'est-à-dire que les menuiseries que vous avez partout sur le bâtiment neuf et le bâtiment extension, ou même le bâtiment REA,
C'est des menuiseries qui sont en chêne. On a aussi toute l'isolation qui est en fibre de bois, donc on est en isolation biosourcée. L'étanchéité en toiture, c'est un produit d'étanchéité TPO, qui est recyclé. recyclé en fait. Donc il y avait une forte attention qui était prêtée à l'implantation locale des entreprises qui allaient travailler sur le secteur, à l'utilisation de matériaux locaux, une volonté de la Fondation, une volonté des élus de Vitry-le-François, mais également de Mathieu Barre qui a l'habitude de travailler sur le territoire Vitria, qui est une entreprise historique du Grand Est et qui avait déjà beaucoup travaillé avec des partenaires locaux, et on a fait travailler plus de 80% des entreprises qui étaient du Grand Est. Et dans ces 80%, on était vraiment sur beaucoup d'entreprises de Vitry, de la Marne, et ça a participé à la réussite du chantier. La clinique est chauffée grâce à une sous-station qui se reprend en fait sur la chaufferie biomasse de la ville de Vitry-le-François. Et donc cet équipement de chaufferie biomasse nous a permis en fait d'ancrer le projet dans son développement bas carbone et ainsi d'obtenir le label BBCA Excellence. Dès l'origine du projet, on avait proscrit l'utilisation d'une double flux, on avait proscrit l'utilisation d'une climatisation et on avait imposé à ce que la température intérieure ne puisse pas excéder 30 degrés, y compris en période de canicule, donc ça veut dire 34 degrés ici, pendant 15 jours cumulés. Bon, il s'est avéré qu'on n'arrivait pas à tenir ces 30 degrés, donc ces 30 degrés ont été revus à 32 degrés, et on a trouvé un accord contractuel et engageant sur 32 degrés qui correspond aussi au droit de retrait dans le Code du travail. Donc c'est un point essentiel, ça veut dire que d'emblée, dans le cahier des charges, sur lequel les entreprises ont travaillé, sur lequel l'architecte a travaillé, il n'y aurait pas de machine. Donc il fallait trouver autre chose. Le bilan et le résultat sur le confort d'été, sur la maîtrise thermique est satisfaisant, le cahier des charges est rempli et les équipes de constructeurs ont fait le boulot, mais a posteriori, comme ça, on voit quand même que l'été, il fait très chaud. Eric Miguel me remontait encore la semaine dernière que sur les zones de vie collective, il y avait des difficultés à y rester, alors que c'est là où ils doivent se trouver, quoi. Donc, si on ne veut pas recourir à des systèmes actifs de climatisation, à l'origine de la conception, on a peut-être fait une erreur. C'est-à-dire qu'au moment où on a fait les terrassements, vous voyez, le terrain il a été entièrement terrassé pour faire des fossés d'infiltration, pour construire le bâtiment. On a fait un sous-sol ici. Il y avait un sous-sol existant sur le bâtiment existant. En fait, on aurait dû, dès l'origine, proposer des cheminées de ventilation naturelle, c'est-à-dire des puits provençaux ou des puits canadiens, profiter éventuellement des sous-sols pour faire des zones de rafraîchissement avec, vous savez, système à hygrométrie contrôlé. Et donc, on aurait eu des apports, où on aurait pu des apports en air frais, par convection naturelle, c'est-à-dire que c'est l'air froid qui chasse l'air chaud, et ça gratuitement, sans machine, sans rien, et ça n'aurait pas été grand-chose. Pour nous, du point de vue de la FSEF, évidemment, c'est un projet réussi. Pourquoi? Parce que, premièrement, il a été très porté, bon, évidemment par nous, on voulait s'implanter dans le Grand Est, évidemment par les politiques sanitaires, l'ARS était très présente, ça a été y compris annoncé par le président de la République, l'enjeu de se déployer ici, et puis aussi par la mairie, localement, évidemment, ça a été très porté, et puis évidemment par nos partenaires qui se sont, dès le début, très largement impliqués, et le partage entre nous, nos équipes et les partenaires ont fait que ça s'est construit dans des délais records, et avec cette qualité que vous pouvez voir. Voilà, donc on va reprendre après cette petite vidéo. Alors j'ai un message indiquant que le live est terminé, mais j'ai l'impression qu'il était prévu un temps de 15 minutes de questions-réponses. J'espère que ceux qui assistent à cette session continuent à nous voir. En tout cas, ça a l'air de continuer à fonctionner. Donc, je vais vous passer la main au niveau des intervenants
pour les quelques questions que nous avons eues via le chat et que j'espère nous aurons encore. Une des premières questions concerne les matériaux, les équipements et les mobiliers utilisés. Est-ce que vous en avez utilisé qui ont été réemployés et si oui, pouvez-vous nous donner des exemples ou sinon, pouvez-vous nous dire pourquoi? Donc, je ne sais pas qui répond de l'équipe. Je vous laisse vous concerter. Sur les matériaux, je propose que M. de Martinis vous introduisiez. Je parlerai des mobiliers. Oui, il n'y a pas vraiment eu de réemploi à proprement dit de matériaux qu'on aurait issus de la démolition, etc. des bâtiments. Ce qui a été réemployé, en fait, c'est la partie bâtiment existante parce qu'on a fait une intervention, on a quand même gardé un maximum, tous les murs de façade sont restés en place, les planchers sont restés en place. Alors certes, on a fait de la démolition intérieure de cloisonnement, mais sur la partie en tout cas réhabilitation de l'ancienne clinique, enfin de l'ancienne maternité, pardon, on a gardé un maximum d'éléments structurels. Donc c'est pas du réemploi à proprement dit, mais c'est essayer de garder quand même un maximum de concevoir un projet avec un maximum d'éléments existants. Bon, si on reprend l'historique du projet, à la base, il y a une volonté politique de réinvestir des lieux existants. Donc il y a une volonté également politique de ne pas construire. Il y a des locaux qui sont vides, et donc les acteurs publics se disent il faut revaloriser, il faut à la fois revitaliser aussi le territoire, et ça peut passer par réinvestir des locaux existants. Ensuite, sur la construction en tant que telle, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a un moment donné, il y a aussi un besoin. Que si les locaux ne sont pas assez grands, il faut construire. Et donc là, il faut bien à un moment donné apporter des matériaux qui viennent de l'extérieur. Et donc, en l'occurrence, le réemploi provenant du site n'était pas possible, parce qu'on n'avait pas la possibilité, par exemple, de concasser des matériaux de construction préexistants pour faire du béton, ou on n'avait pas à disposition des cycles ou des filières qui nous permettraient de s'inscrire dans une construction de ce type-là, en tout cas pas avec le respect d'un cahier des charges tel que celui qu'on avait, qui fixait des prérequis qui sont ceux d'un hôpital. Voilà. Sur les mobiliers, donc comme on arrive sur un établissement neuf et qu'on est sur des règles hospitalières, donc ça veut dire que ce sont des mobiliers qui doivent pouvoir être désinfectés. Donc on a une liste de matériaux qui sont requis, qui sont imposés par les clins départementaux. Ils doivent être renouvelés à périodicité connue, qui sont d'environ 5 à 8 ans, ça dépend lesquels, qui sont connus. Alors souvent, on ne les respecte pas pour les actions budgétaires, mais le but, c'est quand même de le faire. Donc cela étant, quand on crée un bâtiment neuf, hospitalier, on ne reprend pas des vieux mobiliers. Si. On a une deuxième question par rapport au confort d'été, donc d'Isabelle Saladé, donc qui a bien compris que vous n'avez pas souhaité recourir à la ventilation double flux par rapport à l'économie d'équipement, mais qui s'interrogeait sur la stratégie de rafraîchissement qui est utilisée, et notamment la nuit. Je vais répondre, M. de Martinis compléter si nécessaire. On est sur une simple flux classique pour l'ensemble des chambres des étudiants, avec une bonne isolation, enfin même une excellente isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment. Donc il n'y a pas de rafraîchissement en tant que tel. Il y a juste du rafraîchissement qui a été prévu et normatif sur des locaux VDI, mais par exemple, mais sinon on est resté en simple flux sur la plupart des locaux qu'on a construits.
Après, on est sur un équipement qui est un peu particulier parce que c'est un établissement de sommeil, puisque les gens dorment sur place. Donc, on n'est pas sur les mêmes logiques de rafraîchissement nocturne que sur des bureaux ou sur une école où il n'y a personne, en fait, la nuit. Là, en l'occurrence, le rafraîchissement nocturne peut se faire par les occupants avec l'ouverture de leurs fenêtres qui ventilent, du coup, naturellement leur chambre et, par extension, l'ensemble du bâtiment. Effectivement, il n'y a pas forcément eu d'ouverture sécurité prévue pour ventiler. C'est une action volontaire des occupants des chambres, si j'ai bien compris. C'est ça, oui. Très bien. Je voulais ajouter que ce n'est pas une question d'économie de projet, le fait d'avoir proscrit dans le cahier des charges les ventilations double flux ou les climatisations. Ce n'est pas une volonté de faire des économies sur ce sujet. C'est plutôt une volonté de ne pas recourir systématiquement à des machines pour atteindre des objectifs de confort d'été ou de confort d'hiver. Et du coup, donc, dans le reportage, vous disiez effectivement qu'il y avait effectivement quelques petits soucis sur certains équipements communs d'inconfort, particulièrement en été. Est-ce que vous avez des pistes de solutions, du coup, pour parer à ces inconforts qui sont envisagés? Sur l'infrastructure, on ne pourra plus intervenir parce que le bâtiment est construit. Non, mais je pense éventuellement des pare-soleil ou ce type de... On a déjà des brise-soleil orientables sur toutes les façades, donc on ne pourra pas en ajouter. Alors là où on a des problèmes de surchauffe, ce n'est pas tellement sur les bâtiments neufs. Hein. Donc les bâtiments qui ont fait l'objet de la plus grande attention sur le volet thermique, c'est les bâtiments neufs. Donc sur cela, on est bien. Non, le problème, il est sur la partie réhabilitation, où on a une façade qui est exposée sud-sud-ouest et qui surchauffe assez fort à partir de 15 heures, parce qu'on a du rayonnement solaire. Mais ça, on le savait dès l'étude thermique. Donc, ce n'est pas une découverte pour nous. Donc maintenant, les solutions qu'on va avoir, c'est effectivement, sur ce bâtiment-là, de mettre des casquettes de brise-soleil, et puis d'installer des panneaux photovoltaïques sur le toit pour avoir de la climatisation qui soit auto-alimentée en électricité. Mais le problème, c'est qu'il faut beaucoup de panneaux photovoltaïques pour alimenter une clim. Et donc, une autre question par rapport, donc là, on a plutôt vu la partie neuve extension. Qu'est-ce qui a été fait sur le bâtiment existant? A-t-il été isolé également ou simplement conservé en l'état? Oui, en fait, on a réisolé l'ensemble du bâtiment existant parce que thermiquement, il était quasi néant. Et également, avec la volonté du maître d'ouvrage, toutes les menuiseries ont été changées, pardon. Et également, si je peux ajouter, parce que M. Bonijoli parlait de la façade sud, sur ces fenêtres qui ont été changées, un vitrage à contrôle solaire a été rajouté sur l'ensemble des fenêtres. Merci. Alors, pour le moment, il n'y a pas de nouvelles questions au niveau du chat, mais on a encore un petit temps de discussion possible. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui n'ont pas été évoqués dans la vidéo et dont vous voulez nous faire part sur justement ce projet, soit d'extension, soit les deux, hein, de rénovation et d'extension? Non, tout a été dit dans la vidéo. Oui, je pense que la vidéo est assez complète sur la manière dont se sont déroulées les choses, les attendus du maître d'ouvrage, la manière dont on a conçu et réalisé l'opération. Je pense que la vidéo relatait bien tout ce qui s'est passé pour livrer quand même ce projet en 2 ans entre le moment du lancement du concours jusqu'à sa réalisation.
pas eu, comme dans certaines vidéos, un petit peu de données un peu sur le bâtiment par rapport au coût, par rapport à l'atteinte des niveaux énergie, carbone? Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns, quelques chiffres clés? Je peux vous répondre sur le coût. Alors, le coût d'opération, hein, quand on est maître d'ouvrage, on aborde le sujet de la construction, non pas uniquement sur le volet construction, mais sur son coût global. Donc c'est une clinique qui fait 80 lits et 5 places, 80 lits d'hospitalisation à temps complet, qui fait 5 places d'hospitalisation de jour. On héberge, donc à la fois, on a une partie hébergement, une partie administration, une partie restauration, une partie consultation médicale et une partie hospitalisation de jour. L'ensemble de mémoire, M. de Martini, je crois que ça doit faire 8000 m², 2 x 4000 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Et le coût d'opération global, hein, il est à 3,2 millions. Pardon, 13,2 millions. À 3,2 millions, je relance je relance 5 dans l'année. C'est peu cher, effectivement. 13,2 millions. Je vous laisse peut-être répondre sur le côté consommation énergétique, messieurs As ou de Martinis. Alors, on essaie de retrouver un peu des chiffres plus précis. Au niveau énergétique, on a atteint un niveau équivalent à un E3 avec un bilan BPOS de 230 à peu près. Sur la partie énergie et sur la partie carbone, si on retrouve notre bilan un petit peu BBCA, on était sur un stockage carbone de moins 4,7 kg équivalent de CO2 par mètre carré d'SDP. Après, il y a beaucoup d'autres chiffres, mais on peut aussi peut-être citer le calcul EGS projet BBCA qui nous donnait à peu près 1050 en équivalent de CO2 par mètre carré de SDP. Donc voilà notre projet qui a permis d'atteindre le niveau BBCA Excellence sur la version de label qui de mémoire était de 2017. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs évolutions au niveau des calculs. La version 3. Voilà. Merci. Justement, pour rebondir, il y a une question liée au label BBCA. Est-ce que vous avez pu évaluer le surcoût par rapport à ce label? Alors, moi, je peux vous donner le côté maître d'ouvrage, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon côté. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait plutôt une bonne affaire sur ce coup-là, si vous voulez. Je confirme. Non, c'est... Comme l'a dit M. Bonijoli, finalement, c'est quelque chose qui s'est un petit peu rajouté alors que la conception était très, très avancée déjà avec l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc, c'est toute cette conception qui a fait qu'on a réussi à atteindre le label. On avait beaucoup été aidé aussi sur ce label, on l'a dit dans la vidéo, par le fait qu'on était raccordé au réseau de chaleur de la ville de Vitry-le-François, qui est 100% vénère et qui, du coup, le projet bénéficie sans avoir, en tout cas au niveau du coût de construction, à supporter de lourds frais. Après, le remplacement de menuiseries dans des menuiseries en bois ou des choses comme ça, voilà, il n'y a pas des surcoûts énormes. Et puis, il faut prendre en compte aussi l'aspect architectural. C'était dit aussi dans la vidéo, au niveau du confort de vivre, aussi esthétique, etc. Donc, le surcoût n'a pas été identifié parce que finalement le projet était déjà lancé. On n'a pas fait une version complètement différente, non BBCA, une version pour être BBCA. Donc, c'est pas évident de vous répondre sur un surcoût précis. On a adapté un peu le projet en cours d'études pour rentrer dans le cadre de ce label, mais en ne changeant pas l'enveloppe qui était initialement prévue par le maître d'ouvrage. D'ailleurs, pour les maîtres d'ouvrage qui voudraient se lancer dans l'aventure de la labellisation BBCA, attendez-vous quand même à une aventure un peu compliquée parce qu'on va vous demander, pour l'équipe de constructeurs qui va bosser pour vous, de remplir un tableau qui s'appelle Isaiah et qui change souvent de base de données.
C'est-à-dire que comme il y a des versions qui sont mises à jour de façon régulière, Certiva met à jour en fait ces bases de données. Nous, par exemple, entre le moment où on a fait la conception et le moment où on a fait le chantier, ils ont changé de base de données. Donc ça voulait dire que les critères d'admissibilité au label ont été revus. Et ça rend la chose un peu compliquée. Alors déjà que leur tableau, l'Isaïa, est ce qu'il est, mais il semble pas simple à remplir pour les équipes travaux. En tout cas, il y a beaucoup de données à aller chercher, qui leur prend beaucoup de temps. Mais si en plus ça change en cours de route, ça dédouble le temps à y passer. Donc, en tant que maître d'ouvrage, moi, il y a un moment donné où je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi? Ça fait des mois que je vous demande d'avoir ce label. Quand est-ce qu'on l'a? Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est une aventure compliquée. Donc, mesurez les moyens à mettre derrière, et si vous ne les avez pas, soyez souple, parce que je crois que derrière, ça rame pas mal. Merci beaucoup tous les quatre. On est arrivés au terme de ce temps d'échange et de présentation. Donc, je vous remercie pour votre participation. Je vais encore passer donc une dernière petite vidéo pour les participants. Je vous souhaite dès à présent une très bonne soirée. Et puis, je vous invite à toutes les séances disponibles des 2 prochaines journées du congrès. Donc, merci à tous et je vous partage la dernière vidéo. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.